Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle séquence au Hub des territoires. J'accueille aujourd'hui Sylvia de la plateforme et nous allons parler de Habiter demain. Juste un petit mot d'introduction pour vous dire que le Hub des territoires, comme vous l'avez vu dans la vidéo juste avant, est notre lieu de valorisation des réussites territoriales. Comme d'habitude, pour ceux qui ont l'habitude, vous trouverez dans le chat le lien pour vous inscrire à la newsletter et recevoir la programmation des événements à venir. Et puis, vous pouvez évidemment poser vos questions tout au long de la séquence. On gardera un temps avec l'ensemble des intervenants pour répondre à ces questions en fin de séquence. Pour démarrer, peut-être vous dire pourquoi la Banque des territoires s'intéresse à l'habitat. Je ne suis pas sûre qu'on ait besoin de se reposer la question, mais pourquoi on s'intéresse à habiter demain. On a commencé ce travail en fait avec Sylvia et avec la plateforme il y a quelques mois maintenant. En regardant en fait qu'est-ce qui nous était proposé en matière de prospective sur le sujet de l'habitat. Et à défaut de trouver ce qui pouvait nous inspirer, on a produit un document, un livre qui s'appelle Habiter demain, que vous retrouverez en lien également dans le chat. Il y a un article sur notre plateforme avec le document à disposition et des vidéos qui sont disponibles sur YouTube qui font la synthèse de ce qui a été produit, dans lequel on a réfléchi en fait à quelles pouvaient être les figures de l'avenir de l'habitat et à quel type de défis on allait être confronté. Et en fait, c'est dans le cadre de ce premier travail qu'on a décidé de poursuivre l'expérimentation avec la plateforme Marseille. Dans le lab des territoires. Alors, pareil, pour ceux qui ont l'habitude, le lab des territoires, vous en avez déjà entendu parler, mais c'est notre process d'innovation ouverte qui nous permet de faire du co-développement de services avec l'ensemble de notre écosystème, des partenaires entreprises, start-up, partenaires institutionnels. Et donc, dans le cadre du partenariat avec la plateforme Marseille, on travaille cette année pour avancer encore un peu plus loin sur le sujet d'habiter demain et voir comment est-ce que les usages et les pratiques autour d'un certain nombre de terrains peuvent influencer ce beau sujet. Je te laisse présenter la plateforme et puis ensuite on vous présentera nos trois intervenants de la matinée qui ont gentiment accepté de venir débattre avec nous. Merci Audrey. Donc en effet, moi je suis responsable de l'Innovation Lab à la plateforme. Qu'est-ce que c'est que la plateforme? C'est le campus méditerranéen des métiers du numérique. C'est une école qui est basée à Marseille, qui est inclusive, c'est-à-dire qu'elle est ouverte à toutes et tous, sans condition de diplôme, et qu'elle forme à différents métiers dans le numérique, de Bac+1 à Bac+6. Donc c'est une école qui promeut une approche pédagogique particulière, c'est-à-dire des situations d'apprentissage qui vont être basées sur la coopération, l'autonomie, le développement des savoir-être, de la curiosité, en même temps qu'évidemment des savoirs techniques, et donc qui développe ainsi des parcours de formation un peu particuliers, toujours basés sur l'apprentissage en autonomie. C'est également la plateforme un projet de campus, un campus dont les travaux vont bientôt démarrer dans une zone en pleine régénération urbaine à Marseille, Euroméditerranée 2. Et donc ce campus va être de 25 000 m², va réunir différents écosystèmes autour de l'apprentissage, mais aussi autour des grands enjeux urbains et des grands enjeux de société. Donc, au sein de cette école, le laboratoire d'innovation est un laboratoire qui est interdisciplinaire, qui est plutôt post-graduate, qui concerne des personnes qui sont soit en activité, soit en reconversion, soit des jeunes diplômés qui ont une expérience dans un domaine et qui souhaitent s'engager dans un cursus où ils vont travailler sur des défis de société. Donc, à l'Innovation Lab, on travaille vraiment sur identifier les futurs proches
et identifier des futurs proches et identifier des solutions responsables pour ces futurs proches. Et c'est dans ce cadre-là qu'on travaille sur Habiter demain, où on imagine quelles sont les solutions possibles. Donc en fait, dans ce laboratoire, les apprenants qui le rejoignent vont développer leurs compétences pour devenir des chefs de projet innovation, à savoir des compétences d'analyse de la complexité, de créativité, de leadership, de coopération. Ils vont travailler à développer une approche critique du numérique, une approche éthique, et également travailler évidemment sur les sujets de durabilité, de régénération et d'impact en termes de nouveaux modèles économiques. Donc c'est vraiment ce sur quoi on souhaite développer les compétences des personnes qui rejoignent le lab. Et pour ce faire, on travaille sur des sujets concrets qu'on développe avec des partenaires d'innovation, comme la Banque des Territoires, sur le sujet Habiter demain aujourd'hui, mais on a déjà travaillé sur la biodiversité, sur des sujets intergénérationnels également. Et l'idée, en fait, c'est de créer avec ce partenaire d'innovation un écosystème autour de la plateforme, de contributeurs, dont font d'ailleurs partie Benoît Boldron, Sophie Rousseau et Anne Fraisse, par l'intermédiaire d'Urbain Desbois et de ses collaborateurs qui sont là aujourd'hui, et de travailler ensemble à faire avancer ce sujet et à développer des solutions sur des terrains d'expérimentation concrets. Voilà, donc pour Habiter demain, donc le premier lab de la plateforme est sur Habiter demain. On est en train de lancer un deuxième lab sur des sujets plus de futur d'Internet et de Web3, d'Internet décentralisé et d'impact en termes de réseaux sociaux, donc plus technologiques. Et sur Habiter demain, donc, comme tu le disais, on a d'abord travaillé sur réaliser un cahier d'inspiration qui a permis de dresser un peu les perspectives, le futur proche de l'habitat. Suite à ce travail vraiment de perspective, de prospective, on a créé une conversation avec un écosystème de partenaires. On a mobilisé un certain nombre de partenaires sur le territoire de Marseille, mais aussi au niveau national, pour échanger sur les grands défis de l'habitat. On a identifié aussi des partenariats d'expérimentation, donc un à côté dans la métropole de Nantes-Saint-Nazaire et 2 à Marseille. Et puis, on a identifié une problématique sur laquelle on voulait travailler, donc à savoir aujourd'hui la maîtrise d'usage et la question de la chronotopie, c'est-à-dire l'évolution des usages des espaces dans le temps et dans l'espace. Donc ça, c'est tout un travail qu'on a fait avec la Banque des Territoires. Et aujourd'hui, le lab est lancé depuis le 31 janvier. Voilà. Donc, je te laisse peut-être la parole pour présenter nos intervenants. Oui, on va commencer par le premier intervenant. Donc, on va donner la parole à Benoît Boldron. Benoît Boldron, qui est urbaniste et enseignant-chercheur à l'Université de Toulouse et expert de l'urbanisme de résilience. Et on vous voit à l'écran. Parfait. On a du coup dans le document, dans le livre d'inspiration Habiter demain, pas mal exploré la question des enjeux environnementaux, évidemment, qui est aussi une question qui fait l'objet de grands plans d'engagement nationaux et internationaux. Mais du coup, la question qu'on avait envie de vous poser avec Sylvia, c'est quand on travaille concrètement sur des projets d'urbanisme à l'échelle locale, c'est parfois difficile de transposer un engagement national dans des actions. Et du coup, comment vous appréhendez la chose? Comment vous allez vers des projets d'urbanisme de plus en plus qualifiés en matière environnementale et qui permettent d'augmenter cette valeur et du coup l'impact sur la question de l'environnement? Très bien. Bonjour, merci. Merci au Hub des Territoires et à la plateforme pour l'invitation, de donner l'opportunité de présenter ces quelques éléments en réponse à cette ouverture que vous venez de me faire. Je vais partager donc un support de présentation. Vous me dites si vous le voyez bien. Hop, je vois que ça apparaît. Tout va bien. Oui, donc en fait, on va aller un peu au-delà on va prendre la notion d'habiter dans son sens large, dans sa définition large, qui va bien au-delà de celle du logement. Et puis, je vais vous présenter donc effectivement l'état un peu de mes travaux de recherche sur le sujet de la question de la création de valeurs environnementales induites par les documents de planification de la politique publique.
Je vais vous faire plutôt une présentation aujourd'hui qui est un peu nouvelle pour moi, qui sera un peu plus linéaire en fait. Je vais essayer de vous présenter le déroulé en fil rouge de ma réflexion de recherche plutôt que d'aller présenter quelques zooms. Donc excusez-moi, mais quelques éléments seront un peu synthétiques, mais c'est aussi le format qui veut ça et ça permettra de rester aussi sur un certain dynamisme. Et je reste à votre disposition bien entendu à la fin pour aller répondre à vos questions sur quelques sujets précis. Donc mon point de départ, en fait, c'est la question d'identifier la question des créations de valeur au sein des documents d'urbanisme. Je me suis basé pour ça sur les travaux de Joseph Stiglitz, qui a en fait défini des indicateurs macroéconomiques d'analyse basés sur ces trois valeurs, la valeur économique, la valeur sociale et la valeur environnementale. Et quand on étudie en fait les documents de planification, on se rend bien compte qu'ils créent ces trois valeurs économiques à travers la question des prix du foncier, des prix de l'immobilier. Bien sûr, le prix du foncier, on le sait, est une résultante en fait des droits à construire qui vont être posés dessus, en simplifiant. Mais donc on a cette valeur qui se définit assez simplement. Plus récemment, on a vu apparaître aussi la question de la valeur sociale, notamment à travers la question de la mixité sociale, de la diversité des usages. Et j'y reviendrai un peu plus tard sur cette valeur sociale qui est quand même assez présente dans le document de planification. Et puis là où on constate qu'il y a quand même peut-être un manque, c'est sur cette question de la valeur environnementale et c'est là que s'est posé précisément l'objet de ma recherche. En fait, l'interrogation vient de comment en fait on peut s'interroger pourquoi est-ce qu'alors qu'on a des ambitions très très fortes au niveau international, quand on part des COP et puis après sur l'ensemble des schémas de cohérence territoriaux qu'on a à l'échelle régionale ou à l'échelle des différents EPCI, pourquoi est-ce que petit à petit on a cet étiolement en fait de la valeur environnementale, on porte une forte ambition, mais quand on arrive dans nos documents d'urbanisme ou dans les projets qui sont réalisés, finalement on se rend compte qu'il peut y avoir un décalage entre l'ambition générale d'atteindre un abaissement du gaz à effet de serre, un maintien de la biodiversité notamment, et on rend compte qu'on a cet étiolement. Et donc, j'essaie de voir pourquoi, en fait, on avait cet étiolement et, dans un premier temps, de voir quel était le lien entre ces trois valeurs qui permettrait déjà d'apporter peut-être un premier élément de réponse. Et donc, on voit qu'effectivement, ces trois valeurs, économiques, sociales, environnementales, sont corrélées entre elles. Je vais vous prendre quelques exemples pour illustrer. Vous voyez la première image à gauche. Donc, on est sur une étude qui a été construite conduite en Amérique du Nord. Et ils ont comparé en fait deux quartiers résidentiels pavillonnaires identiques sur un urbanisme très classique qu'on peut avoir dans notre imaginaire sur la construction des villes pavillonnaires américaines. Et donc, en fait, ils ont constaté que pour un même quartier, sur la même structure, le même type de bâtiment, le quartier dans lequel il y avait une végétation assez d'arbres de haute tige, on avait des valeurs foncières qui étaient 25% supérieures au même quartier, mais sans ces arbres. Et donc là, on voit bien ce que je représente ici avec ce petit plus vert, c'est-à-dire que la valeur environnementale apportée par les arbres, quelque part, est venue créer une valeur économique supplémentaire dans le développement du quartier. On retrouve d'autres liens aussi, par exemple, entre la valeur environnementale et la valeur sociale. Vous voyez ici l'exemple, par exemple, de la ville de Copenhague, en fait, qui, elle, a mené un grand projet en fait, de remise en eau propre de son port, dans un objectif principal au départ, qui était de renaturer ce port, redonner une place à la biodiversité dans un port qui était fortement impacté, comme la plupart des ports. Donc, ils ont déplacé les ports, ils ont mis en place tout un système pour nettoyer les eaux. Mais au-delà de ce simple entre guillemets travail sur la trame bleue qui traverse tout Copenhague, ils sont allés mettre, vous voyez, comme sur la photo, des piscines publiques qui sont directement dans la ville. Donc il y a 7 piscines qui ont été mises dans le port, qui permet aujourd'hui d'apporter une nouvelle valeur d'usage à la ville. Et donc là, on voit qu'on a aussi tout d'un coup un lien entre deux valeurs, une création de valeur mentale qui entraîne aussi, si on l'utilise, une création de valeur d'usage. On peut avoir aussi deux valeurs qui sont imbriquées. Vous êtes toujours à Copenhague, là sur l'image, vous êtes dans le quartier d'Orestadt, le nouveau quartier de la ville de Copenhague, au sud de la ville de Copenhague. Et vous avez une volonté de la ville de Copenhague, vous voyez, de finir son urbanisation par des bâtiments très hauts et qui ouvrent sur un parc national. En fait, qu'est-ce qu'ils font là? Ils créent ce qu'on peut appeler une vue sur verre, par analogie à la vue sur mer, c'est-à-dire une vue qui vient créer de la valeur économique. C'est-à-dire qu'effectivement, on a une pérennité dans le temps de ce parc qui va venir garantir une valeur économique plus importante au départ pour les logements. Et donc, on a cette vue sur verre, une vue environnementale en fait, qui apporte cette valeur économique. Par contre,
le petit moins que vous voyez sur la valeur sociale, en fait, c'est ce qui est pointé, c'est des phénomènes qu'on voit couramment. Dans ces cas-là, c'est des phénomènes de gentrification où, effectivement, tout d'un coup, une augmentation des prix vient empêcher une certaine partie de la population de pouvoir accéder à ces logements. D'où l'intérêt de toujours maîtriser la corrélation entre ces trois valeurs, et on y reviendra. Dernier exemple que vous avez à l'écran, c'est celui effectivement des opérations cœur de ville où en fait on a des cœurs de ville qui ont perdu toute valeur économique. L'habitat a perdu toute valeur économique dans ces centres-là. On a des villages aujourd'hui où on a des maisons qui sont à vendre pour l'euro symbolique. Donc on voit bien que la valeur économique s'est effondrée. Et en fait, qu'est-ce qu'on cherche à faire en fait quand on fait ces projets cœur de ville? C'est remettre des aménités, remettre de la vie dans ces villages, donc remettre de la valeur d'usage, de la valeur sociale, de manière en fait à relancer une valeur économique. Et donc on essaye de tisser ce lien, cette corrélation entre la valeur sociale et la valeur économique. Donc on voit que très rapidement, ces valeurs, on peut arriver à analyser effectivement ces éléments de corrélation. Le deuxième point de départ qui est intéressant, qui m'a intéressé, qui est celui effectivement d'analyser l'impact de la loi SRU de 2000. On voit que la loi SRU de 2000 en fait a amené à la fois des outils de réglementation, de la planification, les obligations notamment de produire le logement social, donc qui est une vraie valeur sociale, et en même temps des éléments de fiscalité, de pénalité aux collectivités si elles ne respectaient pas certains engagements. Et vous voyez, bon, à titre illustratif, bien sûr, on sait la forte augmentation de la production de logements sociaux depuis les années 2000, et donc cette augmentation de la valeur sociale dans les documents de planification induite par cette loi. Et qu'est-ce qu'on a en fait? On peut remarquer que cette augmentation de la valeur sociale, elle, est venue abaisser la valeur économique des fonciers, puisque, on ne va pas rentrer dans le détail, mais on voit bien le phénomène de compte à rebours. Vous avez une valeur de marché de l'immobilier. Si vous venez gréver une partie de cette valeur par l'obligation de la transformer en valeur sociale, et bien finalement, la valeur foncière, in fine, par ce fameux compte à rebours qu'opèrent les promoteurs, et on pourra en parler après, vient effectivement être impactée par cette obligation de créer une valeur sociale, sans pour autant, je précise de suite, aller impacter la marge du promoteur, qui a tout intérêt à faire cette marge, et c'est tout à fait naturel. Là, on est bien en train de parler d'un impact sur la valeur foncière du bien, qui peut impacter effectivement le propriétaire terrien. Donc là, on a une corrélation effectivement de cette valeur sociale qui vient impacter une valeur économique à la baisse, mais qui trouve un intérêt général. Et enfin, le troisième point de départ, puisqu'on peut quand même constater, c'est que depuis quelques années, on a une forte augmentation d'une partie de la valeur environnementale, qui est celle du capital vert, celle de la biodiversité. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a des études de plus en plus abouties, de plus en plus précises sur la question de cette biodiversité, qui est le capital de départ, avant qu'on conduise un projet, l'état initial de l'environnement, comment est-ce qu'on le travaille. On voit bien aussi que les actions ont évolué. Aujourd'hui, on est quand même beaucoup plus ambitieux. On sait quand même mieux faire, on sait quand même mieux construire tout en protégeant une partie de la biodiversité. Bien sûr, la séquence a connu éviter, réduire, compenser, a aidé à ça, a fait prendre conscience qu'il était nécessaire en premier lieu d'éviter puis de réduire. La question du compenser, c'est un autre sujet, on n'ira peut-être pas dessus, mais vous savez qu'il y a eu beaucoup de critiques sur cette question du compensé qui n'a jamais été vraiment compensatoire. Mais en tout cas, sur la première séquence, les premiers éviter et réduire, on sait que ça a vraiment apporté un certain nombre d'avancées sur cette question de protection de la biodiversité. Et aussi, pour moi, un élément qui est très important, c'est ce qui a été institué par la loi Allure en France, c'est ce coefficient de biotope par surface qui donne la possibilité, en fait, d'avoir un certain niveau d'ambition sur la constitution de biotopes autour d'un projet d'habitat. Donc là aussi, on parle d'habiter demain. On voit bien qu'habiter demain, c'est peut-être aussi cette question de comment est-ce que nous, on va aller partager notre habitat avec les autres espèces. Donc cette constitution de biotope autour de notre habitat, donc qu'il soit horizontal, bien sûr, sur la pleine terre, mais aussi sur les façades, sur les toits. Tout ça pouvant être articulé avec différentes pondérations pour obliger à aller réaliser ces biotopes. Alors ça, c'est pas nouveau, c'est nouveau en France avec la loi Allure, mais en fait, depuis les années 80, Berlin l'avait mis en place et c'est quelque chose qui a vraiment produit ses effets. On voit qu'il y a une vraie richesse de biodiversité sur ces espaces. Ce qu'il faut noter par contre, c'est qu'on a une vraie difficulté sur le suivi dans le temps. C'est-à-dire qu'en fait, on a en général un diagnostic initial du capital vert, puis après, il y a quelques actions qui vont être conduites effectivement. Mais par contre, qu'est-ce que devient cette biodiversité dans le temps? Là, il n'y a pas vraiment d'obligation. Et à part quelques études qui vont venir comme ça, de manière un peu sporadique, analyser ce qui se passe, on ne sait pas vraiment en fait les impacts. C'est très peu étudié dans sa globalité.
Alors la question, moi, que j'ouvre, en fait, c'est au-delà de cette question du capital vert, pourrait-on aller au-delà sur la question de la valeur environnementale pour vraiment prendre en compte l'ensemble des éléments et pouvoir se dire qu'on vient rééquilibrer ces 3 valeurs économiques, sociales et environnementales. Et donc, en fait, pour cela, je me suis intéressé en fait à la question des services écosystémiques rendus par le vivant et de voir comment est-ce qu'on pouvait utiliser ces services écosystémiques comme une valorisation environnementale. Et j'ai pris en exemple, comme je disais, la question de la loi SRU qui, à mon avis, dans sa méthode, avait permis de porter vraiment de résultats tangibles. Il faut voir en fait qu'on est toujours dans ce triptyque. Hein. En fait, on a évolué sur notre volume de connaissances qui nous a permis en fait sur ces connaissances de pouvoir conduire des actions et c'est l'articulation connaissance-action qui nous permet ensuite d'aller dans la réglementation et donc dans la planification publique. Et donc, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on ne peut pas avancer sans avoir cette articulation-là, sans mieux connaître pour pouvoir mieux agir et de là pouvoir réglementer. Aujourd'hui, il me semble qu'on est dans cette phase-là. Il y a beaucoup en fait d'exemples en fait de projets qui ont été conduits sur cette question d'indicateurs de santé, avoir une vraie santé, ce qu'on pourrait appeler des indicateurs de contribution à l'espérance de vie. Alors c'est un terme un peu provocateur par rapport à la construction pour se dire quand même quel est le lien. Un exemple, hein, la ville de Barcelone a travaillé cette notion-là. Vous voyez par exemple là à l'écran l'image, hein, donc c'est le quartier Sarda, le quartier historique de la ville de Barcelone, constitué vous savez, par blocs. Et donc, la ville de Barcelone conduit un projet urbain à l'échelle de l'ensemble de ce quartier-là, avec une définition avec les habitants, bloc par bloc, de comment est-ce qu'ils souhaitent retravailler cet urbanisme, avec des choses, j'ai envie de dire, assez classiques aujourd'hui dans leurs actions, hein, sur forcément de la végétalisation, des modes doux, comment abaisser la pollution atmosphérique, des choses comme ça. Et en fait, ils ont fait évaluer par des scientifiques quel serait l'impact sur la santé de la conduite de ce projet à terme. C'est-à-dire si l'ensemble du quartier était traité de cette manière-là, qu'est-ce que ça produirait comme impact positif? Et en fait, en analysant différents indicateurs hein, médicaux, les chercheurs en fait ont regardé par rapport au nombre de morts qu'il y avait par an dues aux maladies intrinsèques dues à notre urbanisme des fois qui induit certains éléments de pollution. Ils ont modélisé qu'en fait, ça permettrait pour chaque habitant du quartier d'avoir 200 jours d'espérance de vie supplémentaire. Et donc là, je trouve que c'est assez intéressant, assez parlant, parce qu'à l'heure où en fait, on sait qu'on va devoir aller de plus en plus concerter avec la population sur la question du renouvellement urbain, hein, n'oublions pas qu'aujourd'hui, on est entré dans le zéro artificialisation net des sols, donc on est dans cette dynamique-là. Donc forcément, la question du renouvellement urbain va être particulièrement prégnante. Je trouve que cette entrée-là est quand même particulièrement intéressante. Et elle n'est pas unique. Hein. Voilà, il y a eu d'autres travaux qui sont conduits actuellement pour essayer de valoriser ces services écosystémiques, notamment ceux qui rendent service pour la question de la santé environnementale, dont humaine. Il y a le projet Nature for Cities à Marseille, hein, avec le parc des Égalades qui a été conduit, où CDC Biodiversité a fait un travail remarquable d'évaluation de ces services écosystémiques, hein, une valorisation qui est amenée après sur un modèle monétaire, mais qui permet de donner les éléments de comparaison. Je ne vais pas te rentrer dans le détail de tous parce que de retour, mais on pourra y revenir. Mais d'autres projets européens aussi hein, qui amènent à ça. Life Artisan, en fait, qui l'a promu. Historiquement, certaines grandes villes comme Metz ou Rouen, qui depuis un certain temps ont commencé à travailler sur l'analyse des services écosystémiques. Hein. À Metz, c'est un vrai travail, le Sésame, hein, qui vient regarder l'analyse, les avantages apportés par l'arbre en ville, un vrai travail très précis, très scientifique qui a été conduit et qui montre ces services rendus par le vivant. Donc on a comme ça des collectivités associées à travers de projets européens de chercheurs qui se sont intéressés à ce sujet-là et qui donc aujourd'hui nous donnent une première matière, hein, donc pour en revenir à ce sujet, une première connaissance qui nous permettrait d'en tracer des actions et de la réglementation de planification publique. Je ne rentre pas aussi dans le détail, mais certains travaux de recherche en fait, hein, que vous voyez apparaître à l'écran, hein, qui sont conduits actuellement sur cette valorisation des services écosystémiques, qui pourraient donc nous laisser penser qu'on pourrait arriver à tracer cet indicateur de contribution à l'espérance de vie, basé notamment, alors concrètement, sur la question de l'îlot de fraîcheur urbain, dans quelle mesure il permet de gagner en espérance de vie, la question de l'absorption des pollutions de l'air, d'abaissement du stress urbain, qui est un vrai sujet aussi aujourd'hui et auquel le vivant peut apporter des réponses. Et une fois qu'on a cet indicateur, on a plusieurs échelles de traitement. Celui qui incombe à la collectivité, bien sûr, c'est de réfléchir à l'échelle du quartier, parce que ces indicateurs-là ne se font pas forcément à l'échelle du logement ou même de l'opération immobilière, mais à l'échelle de l'habitat en son sens large, à l'échelle plutôt d'un quartier et de ses aménités. Avec peut-être, sur le modèle de la loi SRU, pourquoi pas effectivement aller obliger les collectivités, les contraindre à travers
un système de pénalité peut-être, hein, comme on l'a fait pour la loi SRU. Et puis à l'échelle du projet, voir comment on peut décliner. Aujourd'hui, on a quelques éléments, mais on balbutie encore sur cette question d'une fiscalité pro-vivant qui inciterait à aller vers effectivement ces éléments de mise en œuvre de cet indicateur de contribution espérance de vie. Donc, l'intérêt de cet indicateur, en fait, hein, c'est de pouvoir mesurer dès le départ et puis dans le temps cette contribution à la valeur environnementale. Donc, comme je vous disais, d'abord, l'utilisation des services écosystémiques qui, finalement, viendront confirmer dans le temps l'utilisation de cette valeur environnementale, puisque ces services, on les met en place au départ, mais pour durer. Donc, en fait, ça garantit quelque part le maintien de la valeur environnementale. Ce qui est important aussi, c'est de voir, c'est qu'aujourd'hui, bon, on parle beaucoup, c'est très anthropique en vision, c'est-à-dire qu'en fait, on considère que la nature, tout d'un coup, doit nous rendre que des services. Non, on peut aussi considérer qu'on est un rapport de réciprocité avec la nature, et que nous aussi, la nature nous rendant service, nous aussi, à un moment donné, peut-être voir comment est-ce qu'on peut rendre service aux vivants, hein, notamment comme un peu exprimé tout à l'heure, hein, cette question du biotope par surface, hein, comment est-ce que notre habitat peut être le biotope du reste du vivant. Et puis, in fine, proposer donc la gouvernance politique, hein, d'avoir ces trois leviers de valeur économique, valeur sociale, valeur environnementale. Et puis, c'est à la gouvernance politique d'aller ajuster et de voir sur quel niveau ils souhaitent porter leurs ambitions politiques pour arriver à conduire de manière quand même équilibrée le déroulement de ces trois valeurs. Voilà, et donc en fait, en conclusion, j'espère que j'aurais tenu les délais de ce pitch un peu rapide. L'idée, c'est donc de ce que j'ai appelé moi d'aller vers un urbanisme contributeur. Et donc vous voyez en fait l'idée de transformer cet acte de construire dans un acte quelque part de réparation, de contribution à l'écosystème dans lequel on s'insère. C'est-à-dire que tout projet aujourd'hui va venir se poser dans un écosystème, et on sait que cet écosystème aujourd'hui sera plutôt urbain que d'extension urbaine, mais il y aura quand même un écosystème et de voir comment est-ce qu'il peut être contributeur de cet écosystème du vivant, tout en maintenant un élément qui est fondamental, hein, c'est la garantie de la cohésion sociale, grâce à, comme je vous le montrais, la question aussi du maintien d'une valeur sociale. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis je reste à votre disposition pour échanger. Merci beaucoup Benoît. Beaucoup de sujets là ont été posés et vont permettre de continuer le débat. En effet, je vais passer tout de suite là. On y reviendra sûrement pendant les questions. Je vais rebondir sur ce sur quoi vous avez terminé sur l'urbanisme contributeur. Je pense que c'est un sujet qui va faire grandement écho à Sophie Rosso. Sophie Rosso donc est directrice générale adjointe de Redman. Redman, c'est un promoteur indépendant qui est très fortement engagé dans sa responsabilité sociale et environnementale. Et aujourd'hui, cette responsabilité sociale et environnementale qui se traduit dans les choix de projets, dans les développements de projets que vous faites. On a parlé justement, Benoît a parlé des enjeux de la petite ville de demain et des cœurs de ville. Sophie, alors je ne te vois pas à l'écran, mais je suis sûre que tu vas arriver. La caméra n'est pas branchée. Voilà, super. Pardon. Et voilà, donc, bonjour. du coup, Benoît a évoqué les enjeux des petites villes, de comment est-ce que ces enjeux-là de la ville de demain se traduisent pour les petites villes et les villes de demain, les cœurs de ville. Est-ce que tu pourrais, Sophie, nous partager un peu tes réflexions là-dessus et justement, aujourd'hui, comment vous renouvelez un peu votre métier de promoteur en travaillant sur ces questions? Bien sûr, merci Sylvia et effectivement c'était une très bonne transition. Alors je ne sais pas si Sarah a la possibilité peut-être de montrer, je vais aller vite, donc tu viens de le redire, l'idée n'est pas de faire de la pub de Redman mais c'est comprendre comment on en arrive sur la question des petites villes de demain et des cœurs de ville, parce que pour un promoteur c'est pas forcément toujours évident. Donc je ne sais pas Sarah si vous pouvez passer la première page. Vraiment en 2 minutes, Redman, c'est une... voilà, on s'est doté il y a 3-4 ans, il y a 4 ans maintenant, d'une raison d'être qui est inscrite dans nos statuts. Donc quand je dis raison d'être, c'est tout le travail qui est fait sur la mission de l'entreprise. Et c'est venu d'une impulsion des 2 fondateurs de Redman, puisqu'on est une société indépendante fondée par 2 associés, qui est d'être un promoteur engagé dans la construction de la ville bas carbone et inclusive. Et j'insiste sur les 2 termes, bas carbone et inclusif, parce que notre idée dès le départ, c'était de ne pas faire l'un sans l'autre. Voilà, de pas déshabiller l'un au profit de l'autre et de ne pas faire une ville bas carbone pour les nantis
et une ville non bas carbone, on dira, pour ceux qui n'ont pas les moyens. Ce qui peut être une solution, mais on a affronté ce sujet-là et on s'est mis des objectifs et des moyens d'y parvenir qu'on a inscrits aussi dans nos statuts. Je vous en cite 3 parce que je reviendrai dessus. Il y a le fait qu'on favorise toujours la restructuration plutôt que la démolition. Par rapport à tout ce qui a été dit, les enjeux, je ne reviendrai pas dessus, hein, bien sûr, les enjeux de ZAN, d'artificialisation, et on a une conviction profonde qu'il faut partir du déjà là, plutôt que de construire du neuf. Alors, on en construit quand même du neuf, on continue aujourd'hui à développer dans des ZAC et des endroits où il y a un souhait de la puissance publique. Après, ça va poser des questions avec le ZAN qui arrive, mais en tout cas, on essaye toujours de favoriser, quand on regarde des bâtiments existants, c'est à peu près la moitié de notre production, on part toujours d'une restructuration, on fait quasiment plus de démolition-reconstruction, ce qui veut dire plus de temps, plus de moyens d'études aussi, plus de risques et d'aléas. Et ça, on en parlera parce que dans les sujets petites villes de demain, cœur de ville, c'est particulièrement prégnant. Voilà. Peut-être qu'on peut passer ensuite sur le slide d'après, Sarah. Très rapidement, on est un petit promoteur, hein, on est national, on a 6 implantations, mais on n'est que 65 au niveau de la France. On est 100% indépendant et un volume d'affaires qui est à peu près 200 millions par an. On fait partie des entreprises à mission et on est aussi labellisé Bicorp pour ceux à qui ça parle. Donc Bicorp, pour simplifier, c'est un regroupement d'entreprises. On est 4000 dans le monde et on se définit comme n'étant pas les meilleurs du monde, enfin les meilleurs au monde, mais les meilleurs pour le monde. Donc c'est que vraiment on se fixe des objectifs environnementaux et sociétaux assez forts. Donc tout ça étant, une fois que j'ai présenté, peut-être juste en image, c'est le slide d'après, vous avez ce que je vous disais sur la production de Redman, c'est qu'on est à peu près moitié-moitié, même aujourd'hui c'est même, on a équilibré entre la production neuve et la production en réhabilitation. On a un gros savoir-faire sur la réhabilitation et on veut poursuivre. Je vous ai mis quelques images parce que quand je dis Redman, ça parle pas trop. Quand je montre nos productions, en général, ça parle un peu plus. On a par exemple, là, on a des choses aussi éclectiques que la station F à Paris, dans le 13e arrondissement, donc non loin de la Caisse des dépôts. On va avoir par exemple un immeuble aussi sur le parc de Bercy que vous voyez à côté, qu'on a réhabilité. Encore dans le 13e, alors en neuf, on a fait l'immeuble du Monde à Paris, ou à côté d'Aix, où moi je suis basée, je suis aujourd'hui, à distance, on vient de livrer le campus de voyage privé en bois. Ce que vous voyez qui est important aussi, c'est que nous, on vient du monde du tertiaire. Et c'est là où je veux faire la transition. On a un vrai savoir-faire depuis 15 ans sur la question du bureau et plus largement que le bureau, celle du développement économique dans les villes. La station F, c'est vraiment un tiers-lieu. Il faut imaginer à l'époque quand Xavier Niel a racheté ce bâtiment, qu'il a décidé d'en faire le plus gros incubateur d'Europe. Le projet qu'il y avait derrière, qui était incroyable. On a aussi fait par exemple The Camp à Aix. Voilà, on a fait des lieux de ce type-là et on n'est pas des acteurs du logement. Alors je différencie bien la question du logement de l'habitat. Vous avez insisté sur le sujet sémantique et j'y tiens. On n'était pas des acteurs du logement, on en faisait un petit peu. On est en train d'y venir parce que justement, c'est dans notre raison d'être d'affronter la ville bas carbone inclusive. Ce serait compliqué de faire la ville sans passer par la mixité et regarder l'ensemble des usages. Donc on arrive sur cette question du logement et de l'habitat au sens large, parce que pour moi, habiter, c'est vraiment, c'est la notion d'Heidegger, hein, c'est rendre des lieux habitables. Et donc rendre des lieux habitables, ça passe aussi par les rendre vivables, les rendre désirables. Et pour les rendre désirables, il n'y a pas que le logement lui-même, il y a tout ce qu'il y a autour. Donc il y a cette mixité d'usage. Sarah, si on peut passer peut-être le slide suivant. Et c'est là où je veux en venir, c'est que en discutant avec Sylvia, notre intervention aujourd'hui, au lieu de vous faire une énième intervention de promoteur sur le logement des promoteurs, je me suis dit que j'allais vous parler des cœurs de ville et des petites villes de demain, parce que c'est un sujet qui nous tient énormément à cœur. On trouve que c'est une ambition qui a été posée par l'État et la NCT qui est formidable, qui commence à bien porter ses fruits. Mais ça nous a posé dès le début cette question, en nous disant, on a cette envie, on a ce désir d'aller sur ces territoires. Alors j'ai utilisé le vocable territoire, je suis désolée, je ne sais pas s'il est très heureux, mais en tout cas je ne sais pas en dire mieux. On a voulu aller dans les territoires, on s'est dit comment on va se positionner sur ces territoires. Je vous donne 2 exemples de territoires qui sont dans l'ouest où on est actuellement, où on développe des opérations. Vous allez voir ces 2 exemples un peu, pas opposés, mais très différents. Il y en a un, c'est sur la gare d'Angoulême, donc Angoulême, cœur de ville. Je ne dirais pas territoire en déprise pour Angoulême, c'est plutôt même le contraire. Hein. Angoulême, c'est une ville qui a fortement profité du Covid, qui s'est développée, qui a fait valoir son cadre de vie et qui aujourd'hui est une jolie ville en plein développement. Mais c'est un
projet qu'on a gagné, c'est une consultation autour de la gare qu'on a gagnée il y a quelques années. En fait, il y a eu des fouilles archéologiques qui ont arrêté le chantier. Donc, on s'est positionné sur Angoulême avant qu'il y ait cet effet Covid, je dirais. Et on s'y est positionné sur un projet hôtel, bureau, commerce, qui est vraiment pas évident à porter. Autant aller sur Angoulême, essayer de faire du logement, pourquoi pas, autant porter des bureaux, de l'hôtel, du commerce. C'était un vrai pari qu'on a fait. Alors on l'a fait parce qu'on n'est pas que promoteur, on est aussi hôtelier. On a 3 hôtels à Bordeaux et on développe l'hôtellerie. Mais ça veut dire qu'on est aussi des exploitants et on sait s'impliquer dans les territoires sur du long terme. Donc ça, c'est une opération de promotion complexe, je la cite parce que on a un intervenant qui est très important là-dedans, qui est l'investisseur avec qui on est en discussion pour acheter en tout cas une partie de l'opération, qui est tout simplement la Caisse des dépôts. Et là, c'est pas pour envoyer des fleurs à la Caisse des dépôts qui nous invite ce matin, mais je pense que la Banque des territoires, en tout cas, trouve tout son sens à venir intervenir dans ces secteurs où on a une vraie problématique d'investisseurs privés qui ont du mal à se positionner. Et même quand la Caisse des dépôts est prête à mettre 49% du tour de table, ce qu'elle fait volontiers, on a du mal à trouver des investisseurs privés parce qu'ils vont regarder les taux de vacances sur Angoulême, ils ne croient pas forcément au développement économique à Angoulême. Voilà. Et c'est là que nous, on essaye de développer une vraie ingénierie, d'aller chercher à la fois des acteurs publics, des acteurs privés, voir la société civile, des acteurs associatifs, faire un gros travail de terrain. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de promoteurs aussi qui ont du mal à aller se positionner parce qu'il faut avoir une vraie connaissance du tissu local, passer beaucoup de temps et finalement juste travailler avec des grands brokers classiques nationaux, ça ne suffit pas pour pouvoir développer des opérations de ce type. Donc c'est des opérations qui nécessitent du temps, de l'ingénierie, du temps de cerveau, qui sont effectivement pas très rentable, il faut se le dire, alors qu'on a des coûts de construction qui augmentent. Donc c'est une vraie conviction quand on va sur un sujet comme ça, c'est qu'on y croit et on pense qu'il faut le développer. Un autre exemple, un petit peu différent en termes de montage, c'est les ateliers du rond-point. Alors les ateliers du rond-point, ils sont à Niort. Le bâtiment que vous voyez, c'est un bâtiment existant. Donc c'est un bâtiment, vous voyez, une typologie plutôt industrielle avec des sheds. Ils occupent actuellement les ateliers du rond-point, donc c'est un groupement d'entreprises d'insertion. Ils utilisent le bâtiment en mode éphémère, mais c'est un bâtiment qui est obsolète et qu'il faut absolument rénover. Et ils nous ont contactés. En fait, on a été contactés pour le coup parce qu'on commence à se faire un petit peu connaître dans le monde de l'impact. Et on a été contactés par le porteur de projet en nous disant, voilà, on souhaite acheter ce bâtiment auprès de la ville de la métropole. Et on a besoin d'un promoteur pour nous accompagner dans cette démarche, qui associera à terme aussi des parties prenantes publiques qui sont la Banque des territoires, l'ANRU, enfin le fonds de co-investissement de l'ANRU, que je salue ici aussi, je ne sais pas s'il y a des gens, mais qui fait aussi un boulot formidable dans ces territoires-là. Et nous, on intervient là-dessus en contrat de promotion immobilière. Donc on vient accompagner, et ce qui est hyper intéressant, c'est que ce porteur de projet, il a eu besoin de nous très en amont, donc on l'a accompagné non seulement sur le projet du bâtiment, donc le projet classique, mais aussi surtout sur la programmation, sur la réflexion autour du tour de table à faire et de comment finaliser le schéma financier, qui aujourd'hui n'est pas finalisé, parce que c'est des sujets qui sont extrêmement difficiles. Donc on va aller chercher à la fois du fonds friche, ils ont obtenu du fonds friche, on va activer un petit peu tous les leviers, mais on est vraiment à côté d'eux pour les accompagner sur la structuration, l'ingénierie financière, l'ingénierie sociale parfois même de certains sujets, quand on a des sujets urbains. Et donc on outrepasse notre rôle habituel de promoteur, mais c'est aussi ça c'est aussi ça qui fait partie de notre mission, qui nous fait vibrer, et on croit qu'on est dans le droit chemin. Sarah, si on peut passer le slide suivant. Ce que je voulais vous dire, moi, à travers ces 2 exemples, c'est que, Benoît a un petit peu parlé des sujets fonciers avant, donc je ne reviendrai pas dessus, mais je voulais juste redire à tout le monde, je ne sais pas vos niveaux de connaissance, des fonctionnements de bilan de promoteurs et autres, mais ça, c'est un slide basique. Alors, c'est marrant, j'ai présenté ça à la plateforme il y a 2 jours aux étudiants de Sylvia. Je ne sais pas si Sylvia, tu te rappelles, là, c'est les flèches, elles vont dans l'autre sens. Je leur ai présenté le même schéma quand on est dans des aires métropolitaines, où on a aujourd'hui des prix de vente qui sont les recettes, qui sont les prix de vente des promoteurs qui augmentent, mais tout augmente, les prix de foncier, les coûts de construction et les prix de vente. Et on continue à gentrifier les villes parce qu'on fait grimper les prix de vente. Là, j'ai voulu dire que sur les cœurs de ville, alors encore une fois, je mets Angoulême de côté, même Niort, parce que c'est des villes qui ont plutôt profité, mais parlons peut-être des petites villes de demain. Le problème dans ces villes-là, c'est qu'on a des prix de vente qui, au mieux, stagnent,
stagnent, au pire peuvent décroître, hein, sur notamment tout ce qui est territoire d'industrie, des territoires des prises industrielles. On a ça alors que les coûts de construction de manière générale augmentent et le contexte international ne va pas dans le bon sens pour arrêter la tendance. Et donc du coup on se retrouve aujourd'hui avec un vrai effet ciseau dans ces territoires-là, sachant que même avec un prix du foncier qui quasiment serait donné, imaginons par exemple une ville soit propriétaire et décide de donner, même avec ça, en tant que promoteur, tel que vous le voyez par rapport à nous, à notre bilan de promoteur, où on a un prix de revient, une recette, et puis on a une marge, aujourd'hui on a du mal à faire tourner des bilans, on n'est pas en marge déficitaire. Donc c'est ça aujourd'hui la grande problématique, on se dit mais pourquoi les promoteurs ne vont pas s'attaquer au cœur de ville, aux petites villes de demain? Alors déjà il y a un sujet effectivement de surface, hein, parce qu'on aurait beau se dire il faut qu'il y ait une masse critique, on va faire X logements, c'est pas le cas. Quand on va dans une petite ville de demain où on a 10 000 habitants, on va pas d'un coup créer 300 logements, ou alors vous êtes un lotisseur, vous faites ça en sortie de ville, et je pense que dans ces cas-là, on n'est pas du tout dans les objectifs qui ont été fixés par Petite Ville de demain, mais c'est une vraie problématique. Et pour finir, peut-être ce que je dirais, c'est que c'est un peu une dernière solution, au-delà de ce que j'ai dit avant. Si Sarah, on peut passer le dernier slide. Ces territoires, je reprends aussi un autre slide que j'ai présenté mardi, mais pour l'expliquer, aujourd'hui il y a une chaîne, la chaîne de l'aménagement et la chaîne de l'immobilier, elle est connue, hein, c'est que vous partez d'un propriétaire qui peut être un propriétaire privé, qui peut être un propriétaire la ville, la métropole, et dans ces territoires-là, on a souvent des territoires encore des fonciers publics, donc c'est un vrai levier. On peut avoir un aménageur ou pas. Nous, on a souvent des cas où il n'y a pas d'aménageur parce que tous les territoires ne sont pas dotés d'aménageurs en capacité de faire des opérations de ce type-là. Et nous, le promoteur, donc on vient acheter soit au propriétaire indirectement, soit un aménageur, soit une ville, et on revend. Ce que je voulais vous montrer, ça c'est une chaîne du temps, c'est que notre intervention de promoteur, elle est très courte. Elle se fait sur un délai qui est maximum de 3-4 ans, le temps de signer une promesse, de déposer un permis, de le mettre en application et de le revendre. Et vous l'avez vu, c'est le slide d'avant, on a un bilan qui est achat-revente. Notre marge, on l'a fait là-dessus. Et on n'est pas une banque. C'est-à-dire que l'argent qu'on a pour acheter le terrain, qui nous est prêté par la banque, c'est de l'argent qui nous coûte cher et qu'on doit faire tourner. Et quand on dit qu'on a une marge de promotion qui est entre 5 et 10%, c'est pas du tout juste pour payer des dividendes aux actionnaires, c'est tout simplement pour faire tourner la boîte et surtout pour financer beaucoup de sujets qui sont à risque et qui ne sortent pas. On a aussi un risque commercial qui est fort dans ces territoires-là, en plus de ce que vous avez vu avant, hein, sur les prix de vente qui nous incitent pas à de l'optimisme sur la hausse. Et du coup aujourd'hui, le bilan du promoteur reste très compliqué parce qu'on intervient sur une temporalité qui est quasiment trop faible pour pouvoir avoir un impact. Alors vous voyez finalement, celui qui est en bout de chaîne, c'est l'acquéreur. Alors quand je dis acquéreur, il y a deux types d'acquéreurs, hein. Il y a les acquéreurs privés, bien sûr, quand on parle du logement, quand on parle de vendre à des privés pour revenir dans ces territoires-là. Mais il y a aussi des acquéreurs institutionnels, foncières. Je vous parlais d'Angoulême tout à l'heure, quand on vend des bureaux, quand on parle avec la Banque des Territoires, après on parle avec des foncières. Puis des gens qui vendent et qui revendent. Et comme je vous l'ai dit, qui ont du mal, qui ont vraiment c'est un euphémisme, à se positionner. Donc aujourd'hui, les problématiques qu'on a, c'est notre temporalité, l'absence d'acteurs privés de l'investissement, c'est ce que je viens de dire. Et puis le dernier, alors je ne le vois pas apparaître sur mon écran, je ne sais pas s'il apparaît chez vous, c'est aussi le désir d'habiter. Il faut y repenser, c'est sur la question alors là c'est vraiment sur la question du logement. C'est que, alors ouais, c'est celui d'avant. Non, c'était le dernier tiré. La question de l'habiter, c'est que quand même sur les cœurs de ville, à l'intérieur des villes, on est sur du patrimoine qui est souvent du patrimoine historique, qui est pas très lumineux, qui est quand on est dans ces cœurs de ville là, les gens aujourd'hui, notamment avec le Covid, ont plus envie d'aller acheter des maisons avec un grand terrain et avoir de l'espace, plutôt que de reprendre des maisons qui sont dans des centres-bourgs, qui sont pas très lumineuses, pas très bien isolées. Donc il y a un vrai travail à réfléchir avec de remettre déjà du développement économique et du commerce dans les pieds d'immeubles. Et ça, c'est un travail qu'on fait un peu à l'image de ce qu'on fait sur Niort, mais aussi on le fait sur des pieds d'immeubles. Et ça, c'est pas que dans les petits territoires. Hein. Moi, je suis aujourd'hui sur Marseille. On a des discussions avec des bailleurs sociaux dans des quartiers difficiles de Marseille, avant de remettre du logement et d'essayer de remettre du logement libre. Mais la première chose, c'est déjà de remettre des services de proximité, de l'économie de proximité, donc de revenir mettre du commerce, de refaire vivre la ville, de la re-rendre habitable, avant de se dire je vais faire des logements libres, je vais essayer de faire de la mixité. Et ça, c'est une de nos forces, c'est d'arriver avec cette méthodologie-là. Et là, on sort de notre rôle de promoteur. On fait ce que je vous dis tout à l'heure, on fait de l'ingénierie sociale.
Et comme on intervient assez en amont, finalement, auprès du propriétaire, dans ce cas-là, je vous citais à Marseille, c'est les bailleurs sociaux. Eh ben, tout ça nous amène à une dernière réflexion. Et vous pouvez passer, Sarah, le slide d'après. Je ne sais pas si ça se met. On a lancé le teaser hier sur LinkedIn, donc je me suis permis de le mettre. Alors, je ne sais pas, ça ne marche pas malheureusement, c'est que quelque chose se prépare. En fait, on a décidé, nous, que pour avoir un vrai impact sur ces territoires-là, on a décidé de lancer notre foncière solidaire. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu, hein, le levier, ça peut se faire au niveau de l'investissement, donc en bout de chaîne. C'est celui qui va rester propriétaire des murs et qui va pouvoir du coup faire des loyers attractifs pour des porteurs de projets, pour qu'ils reviennent dans ces territoires-là, qu'ils reviennent s'implanter, qu'ils refassent vivre les centres-bourgs. Et ça, pour le faire, il faut avoir des loyers attractifs, il faut avoir des propriétaires bienveillants. Et donc, on a décidé de devenir ce propriétaire bienveillant. Et on lance la semaine prochaine notre foncière solidaire, qu'on va appeler la foncière des territoires. Voilà, donc ce sera une nouvelle axe d'intervention, on sera à la fois promoteur, foncière, et puis ce que je vous disais, on gardera aussi cette spécificité de faire de l'ingénierie de montage. Merci beaucoup Sophie, on a hâte de voir la suite. Et puis ça fait aussi un lien très intéressant avec notre dernière intervenante, Anne Fraisse. Vous êtes directrice générale de Urbain des Bois, qui est une filiale d'ICAD. Et qui s'intéresse également à la construction bois, au bas carbone et à l'inclusion. Donc voilà, une grande proximité avec Sophie Rousseau. Est-ce que vous pouvez du coup, comme Urbain des Bois est une structure récente, très récente même, nous expliquer un peu pourquoi ICAD se lance sur ce sujet, comment, et puis peut-être les interactions avec les actions déjà existantes sur les territoires et comment vous vous inscrivez en fait dans cet écosystème? D'accord, merci. Merci beaucoup. Effectivement, mon intervention fait largement écho à ce que vient de développer Sylvie Rousseau et Benoît Boldron. Donc, Urbain des Bois, c'est effectivement donc, la nouvelle filiale du groupe qui a été créée en avril 2021. Donc, c'est effectivement tout récent, ça va bientôt faire 1 an. Et l'idée, c'était que cette filiale puisse accélérer sur le positionnement bas carbone du groupe ICAD, donc qui est déjà très engagé sur des opérations qui soient sur une ligne de plus 1,5 degrés par rapport au réchauffement climatique. Et l'idée d'Urbain des Bois, c'est de venir proposer des opérations concrètement, des opérations d'aménagement ou des opérations immobilières qui soient alors, avec plusieurs éléments. D'une part, des matériaux biosourcés. Donc, Urbain des Bois intervient lorsqu'on est sur des opérations qui font la part belle, donc à plus de 50% au moins sur des matériaux biosourcés. On intervient également sur des opérations en recyclage foncier, parce que une des premières questions, c'est effectivement l'imperméabilisation des sols et le sujet donc du zéro artificialisation nette à horizon 2050 et la réduction d'ores et déjà à 2030 de cette artificialisation des sols, donc avec un recyclage foncier important. Et également, le troisième paramètre qui a été peut-être un peu moins évoqué, mais qui est là aussi dans la trajectoire bas carbone qui est importante, c'est la question des transports, des mobilités, donc avec des projets qui traitent la question de la mobilité, donc soit à l'échelle de l'opération, qui est quand même l'échelle la plus adaptée, ou l'échelle du quartier, et également donc à l'échelle de l'îlot, bien sûr, pour permettre d'avoir ces mobilités qui soient toutes connectées. Alors, peut-être pour donner des éléments sur comment concrètement on intervient. Urbain des Bois, donc, on s'inscrit dans la stratégie nationale bas carbone. Donc, à ce titre-là, on a notamment, par exemple, on est lauréat d'un appel à manifestation d'intérêt sur la mixité des matériaux. Ce qui veut dire que pour faire progresser l'ensemble du groupe sur la construction biosourcée, on doit démontrer que c'est faisable. Et donc, on s'engage d'ores et déjà dans une trajectoire où on vient favoriser le bon matériau au bon endroit. Et on voit bien dans ce domaine-là que tout est à construire, ou quasiment tout, parce que
on sort en production immobilière de 50 ou 60 ans même de béton. Donc, tout est construit autour du béton aujourd'hui, donc qui est effectivement quelque chose un matériau très carboné, avec des normes notamment qui sont faites pour le béton. Donc, toute la réglementation, y compris la réglementation incendie, on est sur une réglementation autour du béton. Et donc, là-dessus, on a une innovation qui est très importante en termes de matériaux, qu'il faut arriver à saisir et à intégrer dans nos programmes immobiliers. Ça paraît simple, mais ça ne l'est pas, parce que dans le schéma immobilier qu'évoquait Sophie, on a des questions d'assurabilité, on a des questions de normes, comme je le disais, réglementaires, qui nous obligent à effectivement passer par une technique courante, ça s'appelle comme ça, hein, pour pouvoir faire tout simplement. Donc, il faut arriver à intégrer ces nouveaux matériaux dans les opérations. Donc, on a un gros travail à faire là-dessus. On le fait de façon progressive, mais c'est vraiment l'enjeu des 10 prochaines années. Pour ce faire, on porte également au niveau d'Urbain des Bois et du groupe en général ce qu'on appelle des ATEX, c'est-à-dire en fait des sortes d'avis techniques qui valent normalisation ensuite pour pouvoir faire avancer là aussi la construction. Donc ça, c'est un peu particulier parce que souvent, ce sont les entreprises qui portent ce type en fait d'avis technique, d'ATEX, et là, on le fait en tant qu'opérateur immobilier. Également, dans nos opérations, on s'est engagé, donc Urbain des Bois, sur des opérations donc, qui sont d'ores et déjà au niveau de la réglementation environnementale dite RE 2020, sur un niveau minimal de 2025 et en général de 2028. Donc, on est sur effectivement des opérations qui sont déjà très vertueuses sur le plan de l'énergie et du carbone, puisque la RE 2020 fait appel notamment à la question de l'analyse d'un cycle de vie et de l'émission de carbone. Également, donc, Urbain des Bois intervient donc, à ce titre-là dans la feuille de route sur la décarbonation de la filière aménagement et promotion. Et d'ailleurs, je vais copiloter cette feuille de route qui donc, prévoit notamment dans le cadre du programme européen Fit for 55 la diminution de 55% des gaz à effet de serre à horizon 2030. Parce qu'on voit bien qu'on a une nouvelle filière qui se crée entre l'aménagement, donc le quartier, qui va jusqu'à la promotion. Mais la décarbonation, ce n'est pas uniquement des matériaux, c'est aussi la façon dont on conçoit la ville. Alors, peut-être quelques éléments sur les projets. Je ne les ai pas, j'aurais pu vous projeter des choses, mais vous l'avez compris, on est des nouveau-nés. Donc, pour l'instant, on a des projets qui sont en cours de gestation, c'est-à-dire où on dépose des permis de construire et on est en train de les mettre en place. Alors, on s'inscrit dans des échelles de projets qui sont très différentes. Ça va de l'aménagement sur des sites, par exemple, à Bordeaux, sur un site en recyclage foncier de 11 hectares. Des opérations, un petit peu comme l'a montré Sophie, à Saint-Étienne, par exemple, sur un immeuble de coworking, co-living en R+9. Donc, on est plutôt en construction bois et isolant biosourcé. Donc, on montre que là aussi, c'est possible dans un marché, comme ça a été dit, qui est plutôt détendu, hein, en termes de prix de marché en tout cas. On a également des opérations de logement, notamment une opération de logement qui va démarrer à Tours. Voilà, donc des opérations assez diverses où effectivement, chaque fois, on se pose la question de comment maximiser ou plutôt minimiser l'impact environnemental. Voilà, le point de départ, c'est celui-là. Alors, ça renvoie aussi à un mode de faire qui est un peu différent, parce que quand on construit en bas carbone, on ne construit pas, je vous le disais, comme en béton, et notamment,
on a une question importante d'acculturation de l'ensemble des acteurs. Quand je dis de l'ensemble des acteurs, c'est certes à la fois des collectivités, des aménageurs. Je vous donne un exemple concret. Quand on fait une opération de logement classique, si on commence par faire 2 niveaux de parking souterrain, on les fait en béton forcément, le parking souterrain, et typiquement, le bilan carbone de l'opération est très mauvais, quoi qu'on fasse, même si on le fait en bois et en paille par-dessus. Voilà. Donc ça, il faut aussi avoir en tête que dans ce qui est demandé en termes de propositions immobilières, il y a une évolution des mentalités qui est importante, et ça renvoie à la question de la planification qu'évoquait Benoît Boldron. Aujourd'hui, effectivement, dans les plans locaux d'urbanisme, on a peu de prise en compte de la valeur environnementale. Et ça, c'est quelque chose qui doit aussi monter dans les 10 prochaines années, sans quoi on aura effectivement une dichotomie concrètement entre les ambitions qui sont portées à un niveau macro sur des zones, sur la limitation de l'étalement urbain par exemple, et à un niveau micro où effectivement on n'a pas forcément ensuite des cahiers des charges ou des opérations qui tiennent compte d'une ambition bas carbone réelle. Voilà. Donc ça, c'est un point qui nous importe beaucoup. Un autre sujet, effectivement, sur lequel on est extrêmement attentif en termes d'enjeux, donc je vous disais, c'est l'adaptation des modes de faire. On a besoin de travailler sur des opérations, sur ce type d'opération immobilière, avec l'architecte et l'entreprise dès l'amont. Alors, je l'appelle un travail en ingénierie concourante. Pourquoi? Parce que à date, on n'est pas capable de faire en matériaux biosourcés ce qu'on fait en béton. Ce qui veut dire qu'on doit concevoir notre projet immobilier avec ensemble pour arriver à quelque chose qui soit faisable à date. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important parce qu'on n'est pas dans ce raisonnement-là aujourd'hui, dans la formation notamment des ingénieurs, des architectes, des maîtres d'ouvrage. Donc cette acculturation doit effectivement aussi dans toute la profession immobilière, l'aménagement, être quelque chose qui percole, enfin qui augmente. Le dernier point, c'est la structuration des filières. On a des filières aujourd'hui qui sont assez peu structurées. On le voit typiquement, qui sont structurées ou en tout cas qui nécessiteraient de l'être plus. Je vous prends l'exemple du bois. On sait que le bois, donc, est un matériau qui est très intéressant en termes de stockage du carbone, qui permet aussi d'ailleurs au passage d'avoir une grande possibilité pour le logement, en fait, de modularité du logement. Hein, lorsqu'on est en poteau-poutre, notamment, c'est assez intéressant. Le problème, c'est qu'en fait, sur le bois, aujourd'hui, on travaille essentiellement sur du résineux. Le résineux est certes produit en France pour partie, mais pas que. Et aujourd'hui, on a une vraie question autour de la traçabilité des matériaux et de la façon dont les matériaux arrivent sur un chantier. Voilà. Donc, cette question-là, la structuration de la filière doit y répondre, mais elle doit y répondre dans un délai qui est assez court à l'échelle du temps de la promotion immobilière et de l'aménagement. Donc, c'est vraiment un enjeu qui est important pour qu'on puisse massifier effectivement la production biosourcée. Alors, je voudrais peut-être conclure mon propos sur le fait que, effectivement, cette production immobilière, cette production de logements biosourcés, elle ne doit rien céder à la valeur d'usage du logement. Et la valeur d'usage, elle est souvent corrélée à la question économique. Aujourd'hui, on est typiquement dans un focus très fort donc, qui est mis sur la valeur environnementale, ce qui est une bonne chose. Néanmoins,
l'objet, c'est quand même de continuer effectivement et à accroître la part des logements des logements qui sont accessibles à tous. Et c'est une équation, y compris dans les métropoles, qui n'est pas si facile. Donc, ça renvoie effectivement là aussi à la façon dont on sera en capacité dans les prochaines années de réorienter notamment les fonds publics et la fiscalité autour de cette valeur environnementale. Ça a été esquissé par Benoît Boldron à une échelle macro, mais ces outils-là devront être développés aussi à une échelle micro pour qu'on arrive effectivement à concilier concrètement sur les projets une valeur environnementale forte avec une cohésion sociale au niveau de la production immobilière. Donc, c'est véritablement un enjeu majeur pour pouvoir habiter demain et habiter la ville durable. Merci beaucoup Anne Fraisse. Donc là, je crois que vous avez la question de cette table ronde, c'était quelles pistes pour explorer des territoires durables et désirables. Et je crois qu'à vous trois, vous avez déjà esquissé beaucoup de pistes, à la structuration de la filière pour l'approvisionnement des matériaux, l'adaptation des modes de faire, repenser complètement la collaboration entre architectes, aménageurs, promoteurs pour repenser des projets qui s'adaptent aussi à ces matériaux bas carbone. Changer les états d'esprit, vous avez parlé en amont de la planification, en fait, être capable très en amont de penser une planification qui va créer, en fait, articuler les trois valeurs dont a parlé Benoît tout à l'heure, la valeur économique, sociale et environnementale. Sophie et vous tous, vous avez parlé aussi de la question de la valeur d'usage, remettre la valeur d'usage dans les cœurs de ville. Donc comment est-ce qu'aujourd'hui on pense des cœurs de ville qui vont permettre certes de créer des logements, mais aussi de créer des usages et des services et de créer la vie en fait, avant de créer l'habitation. Et puis là, vous avez évoqué un sujet très, très important qui sont finalement les leviers fiscaux et financiers. Comment est-ce qu'aujourd'hui on fait évoluer nos critères de financement public, nos critères d'incitation fiscale, voire de réglementation pour intégrer cette valeur environnementale dans le modèle économique qu'on a vu avec Sophie est très complexe et surtout dans des marchés détendus. Il y a une question à ce sujet sur le chat, justement. On revient sur cette question des petites villes qui peuvent avoir des tailles très hétérogènes. Thomas évoque sur le chat la question des villes de moins de 2000 habitants qui finalement ont vraiment des difficultés à passer à rendre opérationnel des constructions et une ville qui s'engagerait, comme on vient de le dire. Là, des solutions, il dit, Thomas, y a-t-il des solutions que je n'aurais pas à envisager autre que de passer par un opérateur bailleur ou encore que la collectivité porte le projet de A à Z, ce qui est souvent compliqué à cause des moyens économiques limités de ces dernières. Bon, vous avez déjà développé plusieurs solutions, mais est-ce que vous voulez réagir une nouvelle fois, Sophie, Benoît, Juan, sur cette question où on sent que vraiment le sujet est criant pour les petites villes qui souhaitent s'engager, qui ont besoin de redynamiser leur territoire et qui en même temps ne savent pas comment prendre le problème? Peut-être, Sophie, je me demandais, est-ce que la foncière, est-ce que justement ce travail de foncière solidaire est une réponse possible à ces petites villes qui rencontrent des difficultés à monter un modèle économique durable sur un projet de revitalisation? Oui, alors bien sûr, alors il faudrait rentrer parce que l'idée, c'est qu'aussi on revienne territoire par territoire. On ne peut pas avoir des solutions standardisées. Chaque territoire a des contextes très différents. Ce que je disais tout à l'heure, quand on dit PVD, il y en a qui ont des contextes de déprise, d'autres au contraire qui sont assez bouillonnants. Donc il y a tout. Donc il faut partir d'un diagnostic très fin de l'existant, de comprendre qui sont aujourd'hui les acteurs du territoire, repartir de ces acteurs de territoire qui souvent ont les solutions quand on les concerte et qu'on va les écouter. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui fait parler de
lui, je ne sais pas si vous l'avez vu, le maire de Saint-Dizier, qui est très actif dans cette question-là. Et il a réussi notamment à faire revenir en premier des porteurs de projets. Ça peut être une idée. Nous, c'est une de nos idées à travers la foncière, parce que je n'ai pas parlé de ce qu'on va développer. Comme je vous ai dit, c'était encore un teaser. Mais une des idées, au-delà de dire j'ai l'outil de posséder des murs, ça c'est un outil, certes. Mais surtout, ce qui va être intéressant, c'est de faire revenir des porteurs de projets dans ces villes-là pour les redynamiser et du coup redonner de la valeur d'usage, on en parlait tout à l'heure, et redonner l'envie d'habiter. Et donc, ça peut être par le biais d'AMI. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui font ça, de faire des appels à manifestation d'intérêt. Ça peut être par la communauté des porteurs de projets que nous, on commence à avoir, mais qu'on va continuer à activer. Et donc, pour moi, la première chose, avant d'aller chercher même un opérateur, c'est déjà de repartir de quels sont les acteurs du terrain, qui sont les gens qui ont envie de faire un projet sur les territoires. Là, je parle au-delà du logement, là, je parle de la question vraiment des pieds d'immeubles ou lorsque vous voulez remettre de l'activité dans une ville. Donc, ça peut être la ville elle-même qui peut lancer un AMI et ça, se faire aider. Je pense qu'aujourd'hui, que ce soit la Caisse des dépôts ou autre, il y a des moyens d'ingénierie. Il y a d'ailleurs des chargés de projet cœur de ville, cœur de ville et petites villes de demain. Alors, je ne sais pas si c'est leur rôle, mais en tout cas, ça pourrait l'être. Ça peut être aussi, des fois, de ne pas avoir d'opérateur. Je le dis, ce n'est pas pour ne pas intervenir, mais c'est que, vous l'avez vu, les bilans économiques sont complexes. Donc, aussi, à un moment donné, le moins d'intervenants il y a, le moins de marge de promotion qui se cumule, il y a besoin. Et donc, la question, c'est aussi peut-être de faire en direct. Il y a des modèles d'autoconstruction, de participatif. On le fait sur l'habitat, mais on peut aussi le faire sur des lieux de proximité. Des architectes qui sont un peu dans la veine de ce qu'a pu faire, par exemple, des Patrick Bouchin sur le lieu unique à Nantes. Aujourd'hui, il y a des acteurs comme La Preuve par 7, voilà, des acteurs de ce type-là, ou Canal Architecture, avec qui nous on travaille, qui est Patrick Rubin, qui travaille beaucoup dans cette dynamique d'aller sur les territoires et de partir à partir du territoire, et sans forcément qu'il y ait une intervention d'opérateur. Donc oui, moi je suis assez confiante sur le fait qu'aujourd'hui on peut sortir des schémas classiques, et il faut sortir des schémas classiques. Il faut être particulièrement créatif pour réussir à affronter cet enjeu. Merci Sophie. Pardon. Moi, j'avais peut-être une question sur l'éternel sujet de la mesure de l'impact, qui, je pense, nous poursuivra encore pendant quelques années. Parce qu'on en a un peu parlé avec vous, Benoît, tout à l'heure, mais Sophie l'a évoqué et Anne aussi. C'est vrai que c'est pas évident, en fait, de se fixer des objectifs quand on ne sait pas comment ils vont être mesurés. Et du coup, quelles sont les données de base sur lesquelles on peut partir et comment est-ce qu'on peut avancer vers cet objectif. Peut-être, Benoît, est-ce que vous avez du coup des pistes sur ce sujet-là, si vous êtes encore avec nous? Je suis bien encore avec vous. Parfait. Alors, on ne vous voit pas, c'est pour ça. Ça va arriver. Voilà. C'est bon. Oui, bah c'est fondamental, hein, j'évoquais effectivement, hein, c'est vrai qu'aujourd'hui ce suivi de la valeur environnementale est relativement faible, hein. Moi ce que je préconisais effectivement c'était de baser cette valeur environnementale sur les services écosystémiques rendus par la nature, parce que justement quelque part ça oblige à le suivre, hein, puisqu'on fait quelque chose pour avoir des services rendus. Si tout d'un coup on arrête de le suivre ou de l'entretenir, on perd ces services, et donc on garantit quelque part qu'il peut y avoir cette pérennité. Donc aujourd'hui il y a beaucoup de travaux de recherche qui sont conduits, hein, j'en listais quelques-uns, j'en travaille pas en détail là, mais il y a beaucoup quand même de travaux qui amènent en fait à cette réflexion et à des solutions très, très opérationnelles. Moi, juste, je voulais noter quand même, ce qui serait très intéressant, c'est la cohérence dans la table ronde et tout ce qui a été dit. Moi, je suis plutôt du côté planification. Je travaille beaucoup avec des opérateurs parce que je cherche à comprendre leur métier pour pouvoir justement mieux travailler les articulations. Et je trouve que ce qu'ont dit Sophie et Anne, c'était remarquable parce qu'on voyait bien qu'on est sur les opérateurs qui cherchent à bien articuler ces trois valeurs, la sociale, économique et environnementale. Les trois ont toujours été évoqués. Et donc, on voit bien que pourquoi est-ce que ces acteurs-là s'intéressent à ces trois valeurs? C'est parce qu'on est sur les acteurs qui maîtrisent la chaîne. Hein, et Sophie de Redman, donc tu as parfaitement expliqué, ils sont de l'ingénierie sociale, la construction, la gestion et maintenant aujourd'hui sur les foncières solidaires. Donc, quand on est sur cette chaîne-là, on a la compréhension globale et donc forcément, on va s'intéresser à l'ensemble de la chaîne de valeur. Et ce qu'on voit bien avec ce que disait Anne, hein, c'était qu'on est bien dans ce triptyque
connaissance, action, planification. C'est-à-dire qu'on part de la connaissance, on développe des actions grâce à des partenaires, et après on en arrive à pouvoir conduire des actions de planification. Aujourd'hui, on en est là, et moi ce que je ressens hein, des interventions qui ont été portées là, hein, c'est qu'il y a un vrai appel du pied quelque part aux gouvernances publiques. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle du foncier, ce fameux compte à rebours, le foncier, il est de la responsabilité publique. Aujourd'hui, c'est un sujet d'intérêt général. Donc on ne peut pas effectivement laisser les promoteurs, hein, les constructeurs de la ville, seuls face à cette question-là. Donc il y a une vraie interpellation, hein, c'est ce que je vous présentais sur cette question du curseur, des curseurs des 3 valeurs, qui est de la responsabilité des collectivités. Merci à nos 3 intervenants. Il est l'heure pour nous de rendre l'antenne, comme on disait à la télé. Et du coup, de remercier également l'ensemble des participants qui ont suivi cette table ronde. Je pense que sur les questions à venir de gouvernance